Mais nous avons tenu à être tous là aujourd'hui pour montrer que 20 et quelques mois après, je pense que ça fait 28 mois, bien les traumatismes sont toujours là, les suspensions ont fait des dégâts incommensurables et les personnes sont là pour en témoigner, puisque ce qui s'est passé donc fin 2021 a encore des conséquences aujourd'hui et des conséquences dramatiques sur la carrière de ces personnes suspendues. Donc, quand vous dites recours au fond, ça veut dire que la première fois, vous aviez fait un référé, c'est-à-dire une mesure d'urgence qui avait été rejetée, c'est ça? Alors, les référés, effectivement, ont déjà été audiencés, on a été déboutés. Là, aujourd'hui, on a des successions d'audiences concernant cette fois-ci des recours au fond, c'est-à-dire des jugements du tribunal administratif que l'on attend pour connaître l'issue sur ces recours. Et quand vous dites jugement au fond, ça veut dire on remet en question, en fait, cette interdiction de pouvoir travailler sans avoir de passe vaccinal. Et est-ce que ça c'est possible, en fait? Dans quelle mesure c'est possible que le tribunal administratif aille contre cette loi, entre guillemets? En réalité, l'interdiction d'exercer, par exemple, pour les professionnels libéraux, ça a été prévu par la loi du 5 août, où effectivement, à un moment donné, ils avaient 72 heures pour se signaler sur la plateforme de l'ARS et donner leur schéma vaccinal. Alors, depuis tout ce temps, on a eu quand même des évolutions, puisque vous avez dû entendre parler notamment de l'instruction d'Olivier Véran, qui a été complètement abrogé par le Conseil d'État, puisqu'il est allé au-delà de ce que la loi du 5 août prévoyait et a créé du droit. Donc aujourd'hui, on a, 2 ans après, des éléments qui nous permettent de dire que ce qui s'est passé en 2021, notamment pour ces personnels, n'était pas conforme à l'état du droit. Et c'est là-dessus que notre espoir se fonde, c'est que la juridiction administrative puisse à un moment donné recadrer les choses, dire le droit, parce que là aussi, il y a eu des dérives pour des personnels. Alors, on parle souvent des soignants, on pense à des agents salariés ou agents publics suspendus. Ça, on a déjà des recours et on est à hauteur du Conseil d'État. Le tribunal administratif nous avait débouté. La Cour administrative d'appel nous a débouté. Pour ces personnels-là, notamment du CHRU de Nancy, mais d'autres, d'EHPAD aussi des Vosges, on est à hauteur du Conseil d'État. On attend une décision du Conseil d'État, je m'en étrangle, pour ensuite saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Là, aujourd'hui, c'est la première étape, donc, du jugement du tribunal administratif. Alors, ça va être mis en délibéré, on en reparle tout de suite. Mais on tenait tous à être là, justement, pour montrer que, quoi que je sois passé durant ces 2 ans, avec, comme je viens de le dire, du positif, puisque le temps montre aujourd'hui aussi que cette vaccination ne protège pas, encore une fois, ni de la contamination, ni de la transmission, et qu'on a broyé des carrières, j'ai utilisé ce terme-là, injustement. D'accord. Donc, on a un espoir que la juridiction administrative, bien que liée au gouvernement et l'exécutif, puisse quand même décider de casser ce qui avait été pris dans cette loi ou... L'espoir, on l'a toujours, ou l'espérance. D'accord. Après, il faut être réaliste. Effectivement, cette loi-là avait dérogé un certain nombre de principes, ce qu'on appelait cette loi sui generis. Elle était spécifique, ce qui fait que le tribunal administratif a jugé un droit. Donc, voilà, on ne peut pas préjuger de sa décision. Il faut être réaliste aussi. À l'heure actuelle, on a eu beaucoup de décisions où on a été débouté. Mais le combat continue parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, il ira jusqu'au bout. Là, c'est la première marche. Si on a gain de cause, tant mieux. Est-ce qu'on peut espérer quand même une indépendance judiciaire du tribunal administratif par rapport à d'autres tribunaux, sachant qu'il est quand même lié au gouvernement, ou est-ce que... Ça, c'est une question piège. Je suis auxiliaire de justice. Donc, si je ne crois pas à l'indépendance de la justice, qu'elle soit judiciaire ou administrative, je raccroche la robe. Donc, bien sûr que oui. Je suis pas naïve, bien évidemment. Ces dossiers-là sont évidemment politiques. Mais c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. D'accord. Parce que le droit administratif, c'est un droit où la procédure est essentiellement écrite. Aujourd'hui, on est là pour faire entendre la voix des personnes qui ont été suspendues, parce que derrière du droit, derrière des textes, il y a aussi, bien sûr, une humanité, une histoire, et je dirais une citoyenneté qui doit aussi trouver écho face à des magistrats. Mais
Oui, j'y crois à l'indépendance de la justice, sinon je ne serais plus avocate. Oui, je voulais dire la différence entre peut-être on a l'impression qu'un tribunal administratif est plus lié au gouvernement qu'un tribunal civil ou pénal, en fait. Alors, C'était un ce peu le sont des sens de ma question. magistrats, donc normalement, ils sont bien C'est évidemment égal. indépendants. D'accord. Bien sûr que je crois que c'est plus général, c'est cette histoire de gestion de la pandémie au sens large. Il y a une connotation tellement politique qui fait que c'est plus compliqué que dans des dossiers lambda qui n'auraient pas ce rayonnement ou cette influence. Nancy, comment cela s'est-il passé pour vous? Eh bien, cette audience, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait donc 6 dossiers, dont 5 requérants. Les dossiers ont fait l'objet, comme toujours, d'un rapport, d'une synthèse. Et puis ensuite, on a entendu les conclusions du rapporteur public. Ça a été assez fouillé, le déroulé a été bien étudié. Ensuite, j'ai pu m'exprimer. Moi, effectivement, j'ai pu plaider par observation. Encore une fois, la procédure étant écrite, ils m'ont quand même laissé, mais ce ne sont pas des grandes plaidoiries comme on pourrait les voir aux assises ou dans les juridictions pénales, bien sûr. Mais j'ai pu m'exprimer pour montrer surtout, j'ai axé sur l'aberration d'une part de cette loi du 5 août 2021 qui a fait des dégâts et qui continue à en faire, et sur les dramatiques conséquences humaines, citoyennes, sociétales, qui sont encore aujourd'hui d'actualité et qui ne sont pas prêtes d'être publiées et bien évidemment pas pardonnées. Maintenant, nous aurons le délibéré le 13 février. Le tribunal va juger sur les écritures échangées, les pièces. Il va juger bien évidemment au droit. Mais je pense que c'était important aujourd'hui et je voulais remercier tout ce comité de soutien et les personnes qui étaient là à mes côtés aussi, parce que c'est important de crier que derrière un texte de loi, il y a des situations variées, mais toutes les plus dramatiques les unes que les autres. Et on est à 2 ans de l'application de cette loi. Donc j'ai commencé ma plaidoirie, mes observations comme ça, en disant pour une fois, tant mieux. On a des délais d'audiencement assez longs, parce que durant ces 2 années-là, eh bien, on peut quand même constater que les vaccins n'empêchent ni la contamination ni la transmission, que d'autres pays européens ont été bien plus clairvoyants et efficaces que la France pour indemniser, enfin non seulement réintégrer, mais indemniser les soignants, et qu'aujourd'hui, les conséquences de cette loi du 5 août, qui depuis le début a été mal rédigée, et je soutiendrai jusqu'au bout, en contradiction avec des principes généraux fondamentaux et supérieurs à cette loi, eh bien, cette loi a continué à faire des dégradations et des drames humains. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a eu une écoute du tribunal. À ce moment-là, tout le monde m'a quand même regardé et écouté. Et ça, je pense qu'il faut le saluer, parce que il y a dans d'autres juridictions, effectivement, des magistrats qui saoulés, je dirais, de cette loi de 5 août et voulant étiqueter les personnes qui sont contre cette application et les conséquences de cette loi, dans les étiquetés de complotistes ou autres insultes qui ne sont pas acceptables, n'écoutent pas. Là, on a eu quand même 3 magistrats, le président et les 2 assesseurs, qui ont écouté. Donc, pour moi, c'est déjà une victoire dans ce monde où on n'écoute plus personne et finalement où on obéit aux ordres, pour reprendre une phrase que Andreas martèle souvent, sans réfléchir. Et là, on donne un peu de réflexion et je crois que c'est l'essence même, c'est ce que je crois que j'ai conclu là-dessus en disant que magistrats, avocats, citoyens, on est tous pour un état de droit qui garantisse les libertés fondamentales et une société de respect et d'écoute. Sinon, c'est même pas la peine qu'on vive dans ce monde en 2024. On peut tous se souhaiter la bonne année, mais si on continue à aller avec des mesures coercitives, des mesures liberticides, je ne vois pas en quoi cette société aura du bon, même en 2024, au début de la janvier. Est-ce que vous pensiez, avant que tout ça arrive, qu'on avait plus de garde-fous en termes de droit, en termes de république, en termes de démocratie? Est-ce que vous pensiez qu'on en aurait eu plus et vous êtes déçus? Oui, bah oui, clairement, la loi du 5 août a été une aberration à tout niveau. Excuse-moi, je te coupe la parole, mais c'est justement une levée de bouclier, parce que cette loi qui prévoyait absolument aucune indemnisation, qui ne prévoyait même pas une rupture d'un contrat de travail, qui permettait simplement de mettre au banc de la société des personnes, mais comme ça, du jour au lendemain, et sans aucune, encore une fois, sans aucun filet, c'est du jamais vu. Comment ça a pu passer au Conseil d'État ou au Conseil constitutionnel
constitutionnel, comment ils ont pu laisser passer ça, en fait? En fait, le Conseil constitutionnel, il n'a pas été saisi de tout. Hein. On a beau nous dire c'est bon, non, il n'a pas été saisi. Et ensuite, c'est les questions prioritaires de constitutionnalité qui ont pu effectivement après prospérer. Mais le problème, c'est que personne ne voulait qu'on se pose la question de savoir si cette loi était ou pas légitime au regard des autres textes. Et comme tu le dis, Marc, c'est cet engouement et cette volonté d'imposer la vaccination à tout prix, au mépris même des garde-fous juridiques. Et moi, bon, j'ai un tout petit recul, mais ça fait 24 ans que j'ai prêté serment en tant qu'avocate, et c'est pareil, mes confrères auraient dû aussi faire des levées de boucliers. Heureusement, on a un certain nombre et on est vraiment convaincus et solidaires. Mais cette loi-là est véritablement une ineptie dans l'arsenal juridique. Voilà. Tout ce que je voulais dire, mais c'est vrai que c'est évident. Je me sens particulièrement concerné parce que mon épouse fait partie des soignants suspendus, donc je l'ai vécu aussi depuis 2 ans, de la souffrance, des douleurs, d'être jeté dans l'inexistence. Et je veux souligner la plaidoirie exceptionnelle de Nancy aujourd'hui, parce que ça réhabilite, ça redonne la dignité et la reconnaissance à nos héros, les vrais héros pendant la crise. C'était nos soignants qui ont pris le risque de suivre leur voie intérieure. Donc, les héros, ils étaient d'où? Exactement. Les soignants, les sapeurs-pompiers, les enseignants, tous ceux qui sont positionnés contre, en fait, sont héroïques. C'est à la demande de Marcel Degraf, député, qui a fait une demande à l'EMA pour savoir si ça serait peut-être pas plus intelligent de ne plus donner l'autorisation conditionnelle sur le marché de ce vaccin qui ne fonctionne pas et qui laisse énormément d'effets secondaires. Ils ont reçu la réponse de l'EMA en novembre 2023 et l'EMA dit que c'est uniquement conçu pour la protection individuelle et on se le demande encore. Ça n'a jamais été conçu pour protéger contre une maladie infectieuse comme le Covid. Alors, Transmissible. oui, une maladie transmissible. Donc, ça veut dire que ce que j'ai entendu aujourd'hui ici au tribunal administratif ne correspond absolument plus à la connaissance scientifique qu'on a aujourd'hui, et ça viole pour moi énormément de lois et de droits parce que tout ce qui sort à l'international confirme que les soignants, ils avaient raison de se poser des bonnes questions sur la sécurité et aussi sur la santé publique. Ils ont parlé de la santé publique. Je pense que les soignants suspendus se sont posés les bonnes questions pour être au plus près de leurs patients. Mais ils vivent dans un autre monde ici. Avec Maître Guyon, on a pris le parti pris vraiment de soulever le maximum d'argumentation. Évidemment, ensuite, les juridictions trient et se rendent compte de ce qu'elles peuvent ou pas examiner. Mais l'épine dorsale de l'argumentaire, c'est de montrer justement qu'il n'y a pas une loi ou un texte qui est violé. C'est tout l'édifice qui, comme tu l'as dit, Andrea, c'est tout le château qui aujourd'hui est complètement mis à mal. Donc c'est ça qui est important. Alors oui, écoutez, on nous renvoie à des questions prioritaires de constitutionnalité. Ça nous fait rire, puisque la plupart, vous savez qu'elle a deux filtres. Il faut déjà que la juridiction considère que ça a matière à être envoyé dans un premier temps au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, et ensuite c'est transmis au Conseil constitutionnel. Donc c'est aussi fait pour que à chaque fois ce soit souvent bloqué en premier filtre, puisque on ne veut pas finalement se poser la question de savoir si cette loi était oui ou non constitutionnelle. Et je pense que aujourd'hui, plus il y aura de requérants qui soulèveront des moyens, plus à la lumière des nouvelles connaissances, comme vous l'avez dit, on montrera cette aberration. Mais moi, j'y crois. À la fin, on aura gain de cause. C'est obligé. Quand je sais pas, comment je sais pas, mais on ne peut pas ne pas concevoir que ce château de cartes s'écroule. Il devient vraiment très très fragile, même juridiquement, médicalement, sanitairement, politiquement, mais juridiquement. Ça devient quand même très très fragile.